Ok, super, on est en direct. Coucou tout le monde. Si vous venez d'arriver sur YouTube, n'hésitez pas à liker pour soutenir, laisser un petit commentaire. Programme du jour, on va parler surtout de ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire la SEC, le régulateur américain qui attaque de plein fouet Binance, Coinbase, mais aussi les altcoins de manière générale, en qualifiant un peu plus de 55 actifs comme security tokens, c'est-à-dire des titres financiers. Ça va avoir un impact assez conséquent sur le marché. Certains vont pouvoir s'en défendre, d'autres pas. On n'est pas devin dans cette émission, donc on va simplement donner notre avis sur le sujet, mais j'ai pris personnellement beaucoup de temps pour me poser sur la question et je vous propose d'en discuter aujourd'hui. Voilà, donc le temps que tout le monde arrive sur le chat, déjà on va dire bonjour à tout le monde. Exceptionnellement, on va commencer sur la partie fondamentale et on enchaînera seulement dans un second temps avec la technique avec Picsou, parce qu'il vient d'arriver, on revient de Lisbonne, on était à une conférence dédiée au NFT et du coup il préfère prendre un peu plus de temps pour se poser sur son AT pour pouvoir enchaîner. Bonsoir Léo, comment tu vas? Bah écoute, la vie est plutôt belle, même si on se fait globalement, j'avais envie d'être vulgaire, mais même si on a quelques soucis sur le marché avec toute cette histoire de securities et de SEC qui veut nous faire la peau, moi j'avoue que Lisbonne m'a fait du bien, ça m'a permis de me changer les idées, de rencontrer plein de gens, notamment des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer le reste de l'année. Donc très content de ça, d'avoir rencontré aussi plein de nouvelles personnes. Et puis voilà, enfin de retour, petit après-midi au Beach Club pour encore décompresser cette histoire de securities. Et puis hâte de pouvoir reprendre cette semaine de plein fouet avec pas mal de taf et un gros point sur le marché parce que alors j'ai pas tout à fait décroché pendant Lisbonne comme d'habitude, mais un petit peu plus que d'habitude. Donc c'est pour ça que je suis en train de me recentrer un petit peu sur le marché, ce qui se passe, etc. Même si j'ai pris des trades jusqu'à maintenant. Et voilà, hâte de pouvoir en parler aujourd'hui. Bah écoute, très bien. Juste petit rappel pour tout le monde, maintenant, les émissions, on les fera à 19h et non plus à 21h. Donc je le répéterai plusieurs fois pendant l'émission pour ceux qui nous écoutent en live pour que l'habitude vienne. Ça nous arrange, ça nous permet de profiter de notre dimanche et ça nous évite aussi de faire l'émission en même temps que Hasher ou Journal du Coin ou autre. Donc gardez-le bien en tête. J'espère en tout cas vous apprécierez. Comment ça va moi? Bah écoute, cette conférence NFC, c'est 7 interviews, dont Comet, très intéressant, Animoca Brands, mais aussi le CEO de The Sandbox. Donc c'était très enrichissant, pas mal de contacts, pas mal de soirées sympas, notamment avec Joker Club, l'équipe NFT du groupe Partouche, du Casino Partouche. Vraiment cool. Je leur fais un petit big up parce que franchement les soirées étaient top, l'ambiance était top. J'ai vraiment aimé la conférence d'un point de vue distraction. D'un point de vue fonda, c'était plus orienté digital art pour le coup. Donc même si on était dans du NFT, on était même dans la catégorie vraiment digital art et gaming, et pas tellement dans les collections NFT qu'on va voir sur OpenSea, type Bored Ape, etc. Il y avait des side parties, d'ailleurs toi Léo t'en as fait une, mais Ouais. c'était moins le thème. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Ouais, c'était plutôt artistique et puis même enfin c'était pas mal de gens très impliqués dans l'écosystème. C'était pas forcément un univers ultra PFP, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et j'avoue que ça fait du bien de voir aussi autre chose de ce côté-là sur la NFT parce que les PFP, donc toutes les photos de profil utilisées par les gens sur Twitter, prennent pas mal de place dans l'écosystème. Et le fait de rencontrer des gens qui buildent un peu ou qui font purement de l'art et donc quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir, bah, c'est plutôt cool de voir l'écosystème sous un autre angle. Donc très content de cet événement-là. Vraiment très très cool, ça s'est bien passé. Il y avait pas mal de stands, de choses intéressantes. Un peu déçu sur le fait pour moi, on aurait pu avoir encore plus de stands, plus d'acteurs qui se présentent, notamment des acteurs majeurs, y compris des marketplaces, des grosses collections, etc. Mais pour le coup, voilà, moi je vais pas me plaindre. Ça nous a permis de voir aussi un petit peu d'autres choses. Et voilà. En tout cas, en plus, Lisbonne, super ville, c'était vraiment très beau. On n'a pas pu énormément visiter, mais c'était très cool quand même. Yes. Bah en fait, c'était un peu ambiance vacances. C'est-à-dire que nous, on a fait nos interviews, on a fait notre networking comme d'habitude. Mais voilà, ça a été un événement qui était vraiment fun, extrêmement bien couvert, avec des side events qui étaient vraiment... on était moins dans la distribution d'alcool illimité, et plus dans... On va faire des petits talks, on va parler de trucs, notamment The Sandbox qui a annoncé enfin ouvrir ses mondes pour les différents possesseurs de land. Voilà, donc ça, c'était plutôt pas mal. Il y avait Blockchain Game Alliance aussi, qui est une alliance qui a été fondée par le créateur de The Sandbox, hein, d'ailleurs, Sébastien Borgé. Donc, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai pris des notes parce que dans les membres, que ce soit les membres Silver, les sponsors Gold, il y a énormément de projets
mais c'est pas que des projets gaming, mais il y en a beaucoup. Donc moi, je serais tenté dans une émission à part de noter les projets en question pour peut-être découvrir les petites pépites. Voilà, donc ça, je me le suis noté, on fera ça dans une émission à part. Voilà, on a rencontré des gens très intéressants et ça m'a bien motivé là pour me remettre dans les marchés. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce qui se passe, de la SEC versus les exchanges, de l'impact que ça a eu et surtout de l'impact que ça va avoir parce que c'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de Binance qui est quand même attaqué de toutes parts sur plein de choses et à un moment donné, peut-être qu'il va avoir raison sur certaines choses. Quel impact ça va avoir sur Binance? Je n'annonce pas la mort de Binance, mais simplement c'est quelque chose qui peut leur faire perdre des parts de marché, qui peut faire fuir certains investisseurs, qui peut avoir un impact sur certains actifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la partie Coinbase. Je suis beaucoup plus confiant sur la partie Coinbase parce que les accusations, voilà, c'est dire à Coinbase, vous avez listé quelques altcoins, mais franchement, Coinbase, ils n'ont rien fait de folichon. Et après, il y a la partie des crypto-monnaies qui sont considérées comme des securities. Alors, je prends ce visuel qui a été partagé par CryptoRank. Ça, ce sont toutes les crypto-monnaies qui ont été définies comme securities depuis le début et non pas depuis cette dernière semaine. Et bon, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, il n'y a pas Ethereum dedans. Il n'y a pas l'USDT ni l'USDC dedans, en stablecoin collatéralisé. Ni Bitcoin. Il n'y a pas Bitcoin, c'est effectivement important de le préciser. Mais par contre, on peut voir par exemple qu'il y a Dash. Moi, ça m'embête un petit peu. J'ai un peu de mal à cerner pourquoi, parce que Dash, c'est une crypto-monnaie en proof of work qui a effectivement des masternodes, mais c'est avant tout une crypto-monnaie en proof of work qui n'a pas fait d'ICO à ma connaissance. Ce serait quoi qui leur serait reproché? De la centralisation, de la génération de rendement via les masternodes? Je sais pas trop. Donc je comprends pas ça. J'ai noté pas mal de questions à voix haute, donc le temps que tout le monde arrive dans le chat. Voilà, moi en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu un gros coup de marteau. Enfin, cette semaine, il y a eu un gros coup de marteau. Voilà, on qualifie plein d'actifs comme des securities, on attaque des exchanges et tout. Mais en fait, on fait que remuer des arguments qui reviennent en boucle. Je veux dire, la réglementation, on vous en parle dans plein d'émissions. Il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est qu'il y a un vrai débat de sourds en fait. Il y a un débat de sourds entre, je dirais, Coinbase et la SEC. C'est-à-dire que la SEC, en fait, au final, ça se résume à dire tout est une security sauf Bitcoin. Et si vous vouliez avoir toutes les licences qu'il faut bien, vous pouviez, mais à ce moment-là, il fallait considérer tous les actifs comme des securities. Et face à ça, merci beaucoup Linfray pour le sub, et face à ça, on va avoir des exchanges qui disent, moi je suis juste pas d'accord. Je suis pas d'accord, ce ne sont pas des securities. Ou alors à ce moment-là, dites clairement pourquoi c'est des securities. Et c'est ce que j'ai noté ici. Est-ce qu'il faut que ce soit du proof of work? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de pré-mine? Ce que j'appelle du pré-mine, du coup, c'est quand tu émets une crypto-monnaie, de dire une partie de la masse monétaire, elle va être dans les caisses d'une fondation ou d'investisseurs en particulier ou autre. Bref, on va allouer en avance une partie des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, il y a un débat. Quelle est la différence avec de l'actionnariat? Ici, ça se comprend. Ensuite, il y a les ICO. Il faut savoir qu'Ethereum a été une des premières ICO et c'est une ICO qui a été financée avec des bitcoins et non pas des dollars américains. Donc là aussi, est-ce qu'il faut que ce soit financé en Bitcoin, qui n'est donc pas une security, ou est-ce que le fait que ce soit financé en dollars américains, ça fait que derrière, on est dans une security? Le manque de documentation. Alors, pour vous donner plus de détails, c'est quelque chose qu'on voit notamment avec Mika. L'idée, c'est de dire, ok, tu veux émettre une crypto-monnaie, tu veux lever des fonds avec. Eh bien, la première étape, c'est déjà de te rapprocher de ton régulateur. Donc, si tu es américain ou que tu touches une cible américaine, ça va être CFTC, SEC et probablement d'autres. Si c'est la France, ça va être l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Si c'est la Suisse, ça va être la FINMA, etc. Vous avez compris. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de créer une documentation où tu dis exactement, ce projet, il va faire telle chose, il va pas faire autre chose, il va pas y avoir de changement de politique toutes les 5 minutes. Une partie du supply, ça va être pour la fondation, une partie du supply, ça va être pour un autre, etc. etc. Et du coup, là aussi, ça peut être un argument qui est avancé. C'est-à-dire que Bitcoin, on a eu un white paper qui était parfaitement clair, on a eu de la documentation supplémentaire sur Bitcoin Talk. Sur Ethereum, on a eu le white paper, puis plus tard le yellow paper sur la partie technique. Le white paper, c'était la vision, le yellow paper, c'était plutôt le fonctionnement, la consommation du gaz, quelque chose de beaucoup plus technique. La suite, ça peut manquer de documentation. Alors, moi, je serais tenté de dire qu'une grosse partie des jetons listés ici avaient de la documentation, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de coins pourris qui ont fait des ICO où tu avais juste un site web avec un white paper 4 pages, une promesse de rendement et fin de l'histoire. Et là, à ce moment-là, on se pose la question. Dernier point, la gouvernance. Est-ce que c'est suffisamment décentralisé? J'entends par là, est-ce qu'il
qu'il n'y a pas un groupe ou une personne qui maîtrise le protocole. Donc, ce qui pourrait être reproché dans le cas d'Ethereum, c'est de se dire que la fondation a trop de pouvoir ou que Consensus a trop de pouvoir. Dans le cas du BNB de Binance, ce serait de dire que c'est CZ qui tire un peu toutes les ficelles. Et dernière chose que j'ai notée, la façon dont la promotion est faite via des influenceurs, via des exchanges, via des VC et compagnie. Voilà, c'est une question ouverte. Je sais que la SEC a exprimé dans des longs documents pourquoi c'était une security, pourquoi ils attaquaient de telle ou telle façon. Ces documents, je ne les ai pas lus, mais sachez que sur l'article dédié à toutes les infos de l'attaque qu'on a mis sur Coin Academy, vous pouvez retrouver ces documents. Je me permets de vous mettre dans la description YouTube et dans le chat Twitch. Voilà, vous scrollez un petit peu et vous allez pouvoir voir justement l'attaque de Binance US, et normalement on a noté celle de Coinbase aussi. Voilà, donc il y a communiqué de presse et le document. Donc, vous voyez, pour Coinbase, on est à 101 pages. Donc, je vais pas vous mentir, j'ai pas lu les 101 pages. Et dans le cas de... Donc, ça, c'est pour geler les fonds de Binance. Donc, on est sur 14 pages. Mais il me semble que sur l'attaque de Binance, on est sur une centaine de pages également. Excusez-moi. Donc, je les ai pas lus. Mais en tout cas, voilà, 136 pages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ligne de défense de Coinbase, ça a toujours été la même. Ça a été de dire, les gars, nous, on discute ensemble depuis longtemps. On n'a jamais eu la clarté qu'on voulait. En plus, pire, dans le cas de Coinbase, ça ne vous a pas empêché d'autoriser Coinbase à être en bourse. Donc d'un côté, vous nous autorisez à aller en bourse, et d'un autre côté, vous nous attaquez sur des fondements qui sont un peu limites, quoi. Donc qu'est-ce qui a changé? Merci Alain Free pour le sub, merci beaucoup, et yo à toutes les personnes qui nous rejoignent en cours de route. Ce qui est assez aussi intéressant à mettre en avant, et c'est une réflexion que se posait notamment CryptoDonald et CryptoCred dans un des derniers contenus sur Technical Roundup, pour les citer. C'est le fait que aujourd'hui, ça a l'air vraiment d'être une vendetta personnelle, et que en fait, on a un régulateur qui comment dire, exprime une opinion ultra claire, même personnelle, alors que c'est pas forcément son rôle. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tu connais pas forcément le nom du mec qui s'occupe de la régulation des crypto-monnaies, ou en tout cas des marchés financiers au UK, ni nécessairement en France. Là, pour le coup, Gary Gensler est mis sur un piédestal et utilise ce piédestal-là pour donner son opinion, alors que lui, son objectif, c'est juste d'appliquer la loi, en fait. Et d'en créer une aussi, mais il doit pas forcément avoir une opinion ou forcément tout créé par lui-même. De ce que je comprends, il a aussi des comptes à rendre aux personnes qui sont au-dessus de lui, et appliquer justement ce qui est voté au-dessus de lui, en fait. Donc le fait qu'il ait une opinion forte, comme quoi il disait je crois pas qu'on ait besoin de plus de monnaie numérique, etc. Est-ce que c'est vraiment à lui de dire ça? Est-ce qu'on entend ça dans les autres pays? Non. Et j'ai vraiment l'impression, comme il disait aussi, que le fait que il est postulé chez Binance a priori, et qu'il s'est fait recaler. En tout cas, je sais pas à quel point c'est sourcé, mais en tout cas, c'est revenu à de multiples reprises. Et le fait qu'il était cul et chemise avec FTX, et qu'il était sur le point de leur donner une autoroute pour que justement ils soient les acteurs privilégiés aux US pour les crypto-monnaies, ça fait de lui un petit peu un guignol auprès de ses supérieurs et auprès globalement de la communauté visée. Et que du coup, à cause de ça, il essaye de tout rattraper d'un coup, et en faisant une sorte de all-in super attaque contre les cryptos à base d'enforcement, et donc de poursuite en fait de toutes les entités de l'écosystème. Parce que là, il n'y a vraiment pas de différenciation. C'est vraiment, on attaque tout le monde quoi qu'il se passe. Après, il y a une différenciation entre Coinbase et Binance, dans le sens où Binance, ils sont attaqués notamment pour la gestion de fonds et le fait qu'ils aient manipulé des fonds, qu'ils aient mixé des fonds propres à des fonds de clients, en plus de proposer des sécurités. Donc c'est pas tout à fait la même chose que Coinbase, mais voilà, encore une fois, tu l'expliquais juste avant, c'est juste un non-sens d'accepter en fait c'est l'IPO, c'est l'IPO, que Coinbase rentre en bourse aux États-Unis, et que donc la SEC est confirmé, validé, approuvé cette IPO, et puis derrière se dire en fait on n'avait pas vu ça, désolé les gars, en fait du coup c'est mort. Donc ça donne juste l'impression qu'ils font mal leur travail, et que il est un peu en train d'essayer de all-in et de trouver une solution à tout pour se redorer son blason et taper d'un gros coup pour dire je fais bien mon boulot. Voilà. C'est clownesque parce que il a retourné sa veste 15 fois. Là tu vois dans ce bout de vidéo qui date, il disait quoi? Vous avez pas le son, mais en gros il explique que la
SEC expliquait que peu importe ce qui a été fait en 2014, exemple Ethereum, donc il y a eu du pré-mine, qui a eu du coup une certaine concentration de pouvoir entre Vitalik et le gars de Consensus, etc. Le plus important, c'est s'assurer que après ce soit décentralisé pour considérer que ce ne soit pas une security. Ça, c'est ce qui a été dit par Gary par le passé, et je pense que c'est pour ça qu'Ethereum est un peu à part, parce que sinon il y aurait une contradiction totale entre ces propos tenus là et le cas d'Ethereum. Sauf qu'Ethereum à l'époque c'était un proof of work, que le pre-mine, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été décidé, clarifié, et en plus de ça l'investissement il a été fait en Bitcoin, il n'a pas été fait en dollars américains. Donc je pense qu'ils y vont vraiment à tatillon sur le cas Ethereum, parce qu'en plus de ça Ethereum il y a un gros network effect, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de jetons sous-jacents, et que s'ils prennent une décision dans le cas d'Ethereum, ça peut avoir un impact vraiment catastrophique. Donc ça, je le comprends. Dans le cas de Bitcoin, je le comprends aussi, parce que c'est du proof of work, il n'y a même pas eu de pre-mine, il n'y a même pas eu de discussion là-dessus. Maintenant, on en revient au débat de tout à l'heure. Quand je vous affichais un petit peu tous les coins qui sont considérés comme des securities, on aimerait bien savoir pourquoi chaque jeton est considéré comme une security. Moi, je peux comprendre que le BNB soit considéré comme une security. Surtout, ça va de pair aussi avec toutes les histoires avec Binance, mais en vrai, ce que ça fait peur, là où ça nous fait peur, je pense, c'est que là où il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est que le BNB est considéré comme une security, mais pourquoi, je sais pas, le BGB de BitGet ou le OKB de OKX ou j'en sais rien, tous les jetons d'exchange ne seraient pas considérés comme des securities. Donc, en tout cas, pas maintenant, pas officiellement. En tout cas, pour moi, lorsqu'on aura une vraie décision sur le cas de est-ce que Binance le BNB est une securities ou pas, pour moi, ça impliquera si les jetons d'exchange sont des securities ou pas, enfin, dans la manière dont ils sont bâtis, à partir de la manière dont ils sont bâtis actuellement. Et je pense que ça, on peut appliquer ce raisonnement à d'autres. Ouais, mais tu vois, on est toujours dans la spéculation, c'est-à-dire qu'on a beau faire des tonnes d'émissions, se tenir au courant de la situation, décrypter, c'est pas dit clairement. Ou à ce moment-là, c'est de dire s'il y a eu des fonds de levée, c'est une security. Et si effectivement, la réflexion, c'est de dire il y a eu des fonds de levée, c'est une security, tout le monde passe à la casserole, à l'exception de Dash, comme je le disais tout à l'heure. Dash, je ne comprends pas pourquoi il est dans le lot. Mais de mémoire, qui a levé des fonds ici? C'est pas le cas d'XRP. XRP, ils n'ont pas levé de fonds. Ils ont d'abord émis une monnaie, après ils l'ont vendue, mais ils n'ont pas levé de fonds. Je veux dire par là, il n'y a pas eu d'étape private investor, etc., etc. Ils sont arrivés sur les exchanges, etc. BNB, franchement, je vois pas comment c'est pas une security. C'est pas contre Binance, mais c'est juste dans le procédé d'avoir dans un premier temps levé des fonds, un token exchange, et de l'avoir transformé ensuite en une espèce de blockchain qui n'était pas EVM, et ensuite de l'avoir transformé en blockchain EVM et d'avoir mis quelques nœuds validateurs pour dire ouais, regardez, il y a de la décentralisation. Ok dans les étapes, mais pour moi, je vous dis sincèrement, ça aurait dû commencer un peu plus décentralisé que ça. Ça aurait dû commencer du départ. Alors après, là, ça fait un petit peu déguisé, c'est ça que tu veux dire? Ouais, après, j'ai pas lu le white paper du BNB, je vais pas vous mentir, ça se trouve du départ, ils l'ont dit. Et à ce moment-là, mais des informations que j'ai à ma disposition, difficile de pas qualifier ça comme une security, et je sais pas comment ils vont pouvoir... Ce que tu veux dire par là, c'est que si BNB avait commencé avec l'état dans lequel il est, une blockchain, un gas token, etc., là, la question serait un petit peu plus difficile à compliquer à répondre. Mais le fait qu'ils aient commencé en mode full centralisé, full on lève de l'argent, etc., ça peut évidemment leur porter préjudice. C'est ça, ils en ont fait quand même un produit vachement relié à leur exchange, ils en ont fait un gas token. Et ils ont des soucis sur l'exchange, donc en plus, ça n'aide pas. Hein. Mais même, tu vois, on connaît tous la BNB Chain aujourd'hui, mais ça a été la deuxième blockchain. Avant ça, il y a eu la Binance Chain, qui était un peu une blockchain pour les gens qui avaient perdu des fonds, qui n'avaient pas fait des transactions correctement. C'était une blockchain assez limitée pour des cas d'usage extrêmement limités. Et après, s'ajoute à ça le fait que ce soit une blockchain, je parle de la deuxième, la BNB Chain, celle qui est sortie après, basée sur Tendermint, avec du proof of stake, avec des nulls validateurs qui les concernent, et donc qui fait aussi que quand tu payes des frais de transaction sur cette chaîne, les frais de transaction partent dans les poches des mineurs, donc partent dans le poche. Au final, tu vois, c'est rien de personnel contre Binance, mais quand tu vois ça, tu es en mode... En quoi c'est une blockchain? Si ce n'est d'avoir plein de serveurs qui communiquent entre eux avec un block explorer, tu vois, c'est vraiment très limite, quoi. Alors que Cardano, même si je porte pas forcément le truc dans mon cœur, mais tu vois, Cardano, Solana, Polygon, et j'en passe. Tu vois, ok, il y a eu une levée de fonds auprès d'investisseurs privés, d'investisseurs publics. Ok, ils se sont mis de l'argent en poche, mais il y a une fondation qui pilote aujourd'hui. C'est pas le créateur de Cardano ou de Solana ou de Polygon qui dit il se passe ça, et les gens n'ont pas leur mot à dire. Ils ont quand même un gros impact. Hein. Mais oui. Ils ont quand même un gros impact.
mais il y a une volonté de décentralisation quand même croissante. Dans Cosmos, c'est ultra croissant. Après, c'est du cas par cas à chaque fois. Hein. Mais en gros, il n'y a pas quelqu'un qui disait si Cosmos est une security, alors tout est une security? Si Cosmos est une security... Ah si, bah si, c'est Sam de JDC qui a dit ça. Ouais, c'est ça mieux. Sam de Node Guardians, il préfère s'il nous écoute. Mais oui, c'est que Cosmos, ok, niveau... Alors, pareil, Cosmos, après, c'est d'autres débats. Tu pourrais dire, ouais, moi, ce qui me dérange avec Cosmos, c'est de se dire, on a une centaine de validateurs et que derrière ces validateurs, potentiellement, c'est les mêmes personnes et tu peux te retrouver avec une gouvernance cartélisée. Et là, à ce moment, c'est un problème de consensus, c'est pas un problème de levée. Apparemment, c'était une vanne, de ce que disent les gens dans le chat. Ok, c'était une blague. Tron Security, pour moi... absolument. Aujourd'hui, Tron, pour moi, ça sert à faire circuler de l'USDT. Et la façon dont ils ont levé les fonds au départ et compagnie, c'était vraiment shady de fou. Bref, j'ai pas tous voulu faire au cas par cas. Il faut savoir exactement qu'est-ce qui est reproché. Si la reproche, c'est de dire il y a une ICO, il y a une levée de fonds et il n'y a pas eu de contrat particulier entre les investisseurs et l'émetteur du jeton par manque de partie ou autre. Voilà. En soi, l'impact concret aussi, je pense que c'est ça qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce que ça va changer pour vous si un jeton que vous possédez est une security. Moi, ma perception de la chose, c'est qu'aujourd'hui, les exchanges de crypto ne peuvent pas lister des securities. Et de ce fait-là, donc la ICC, elle a comme pouvoir de réguler les marchés financiers aux États-Unis. Et donc, ce que ça voudrait dire, c'est que justement, tous les résidents américains ou les entreprises américaines ne pourraient pas accéder ou trader ces jetons. Donc, en soi, ces jetons seraient, pour le moment, toujours tradables, utilisables, accessibles depuis, par exemple, l'Europe, l'Asie, etc. Avec évidemment de la nuance en fonction des juridictions, des gouvernements, etc. Mais, en gros, on enlèverait les États-Unis de la carte pour le trading d'altcoin. Concrètement. Alors, ce qui est aussi très dangereux, aussi, c'est que ça va même au-delà de pouvoir trader. Je suppose que ça va même jusqu'à l'investissement. C'est-à-dire à quel point un VC américain, à quel point un fonds d'investissement ou un hedge fund américain a le droit de spéculer ou même d'investir dans des projets qu'ils considèrent comme des securities et qui sont non enregistrés auprès de la ICC. Donc je ne sais pas à quel point, par exemple, si un fonds américain a ça tout simplement dans leur holdings, dans leur folio, est-ce qu'ils doivent vendre les actifs ou est-ce que c'est fine ou est-ce que ça va être ou est-ce que ça va pas être rétroactif et donc il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, gros. Et puis même, en fait... l'Europe, est-ce que l'Europe va avoir une vision différente de la chose? Est-ce que l'Europe va être capable d'avoir une opinion indépendante? Les États-Unis prouvent que ça, c'est une security, et nous, on trouve pas, pour faire très simple. Donc, après, je sais pas à quel point, voilà, l'histoire des valeurs mobilières, securities, etc., existe aussi en Europe. Je crois que ça existe. Hein. Je crois que, justement, il y avait un sujet avec, je sais plus si c'était Lagarde ou peut-être d'autres. Non, mais de toute façon, il y a aucune raison que ce soit différent entre les US et l'Europe, sauf s'il y a un intérêt politique de se dire c'est différent pour rameuter des investisseurs en Europe. Mais d'un point de vue rationnel, il n'y a aucune raison que ce soit différent. Il y a quelqu'un qui dit, après les USA ne sont pas le plus gros marché des altcoins, si je ne me trompe pas, les États-Unis c'est énorme. C'est juste énorme. Et malgré tous les soucis que les exchanges ont eu à pénétrer ce marché-là, s'ils essayent à tout prix d'être sur ce marché-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as énormément de fonds, tu as donc d'investisseurs, de monnaie qui tournent et qui souhaitent être investis. Tu as énormément de retail aussi. Tu as énormément d'entreprises qui sont positionnées là-bas. Les États-Unis, c'est énorme comme marché. Alors évidemment, par exemple, en Asie, on a aussi des pays qui sont très impliqués, etc. Mais les États-Unis, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, voilà, même s'ils ont une régulation et que on peut se faire taper sur la tête, il y a quand même des projets qui prennent le risque de viser ce marché-là sans cocher toutes les cases. Et s'ils le font, c'est qu'il y a un énorme intérêt financier à le faire. Donc je suppose que les États-Unis, c'est quand même énorme. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, juste pour répondre à quel impact ça peut avoir, c'est un peu le sujet de cette émission au final. L'impact numéro 1, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est perdu pour un jeton ou plusieurs, ou même tous les jetons de la liste, qu'est-ce qui va se passer instantanément? C'est que déjà, tous les exchanges il va y avoir plein d'investisseurs qui vont s'en débarrasser aussi. Il va y avoir plein de business qui ne sont pas nécessairement des exchanges ou alors des exchanges à plus petit niveau qui vont délister. Donc tout le monde va s'en débarrasser comme la peste et tout le monde va prendre le choix de logique de se dire, sauf s'il y a de l'ego derrière, ok, pourquoi moi j'irais continuer
d'investir sur ce truc qui vient de se faire tirer dessus. Pourquoi prendre le risque en fait? C'est ça, alors qu'il y en a d'autres qui se sont pas fait tirer dessus, probablement pour les bonnes raisons. Et pour moi, après j'ai du mal à croire que cette liste soit définitive, parce que en soi ces projets-là c'est juste qu'ils sont, je suppose, pas mal capitalisés et que c'est pour ça que les régulateurs américains les a mis dans la liste. Mais en soi, concrètement, le nombre d'altcoins qu'on pourrait mettre dans cette liste, si la SEC est impartiale et prend vraiment le temps d'analyser la majorité des altcoins sur le marché, je pense qu'elle est énorme. Je pense qu'aujourd'hui c'est la majorité du marché. Ouais. C'est la quasi-intégralité du marché. Ça crée beaucoup en fait d'incertitude pour les investisseurs, parce que du coup, voilà, pourquoi investir dans des alts, c'est prendre des risques que soit considérés comme securities, alors que, par exemple, je peux investir dans Bitcoin et j'ai pas ce risque-là. De même pour peut-être Ethereum. Alors Ethereum, il y a toujours cette question qui se pose. J'ai l'impression que la question se pose moins que pour ces alts, en tout cas du côté du régulateur. J'ai l'impression que le régulateur a du mal à prononcer le mot Ethereum. Ouais, mais regarde, j'allais me dire, putain, il n'y a pas de Layer 2 Ethereum là-dedans, mais si, il y a Omisgo. Ouais, mais un des premiers. Oui, mais même Polygon, c'est QHMIS aussi avec Ethereum, tu vois, d'une manière. Donc, ouais, en tant que sidechain, en tant que Layer 2, donc on peut dire qu'il y a ça aussi. Donc là, c'est pareil, est-ce que les Layer 2 d'Ethereum, c'est poubelle, et quel impact sur la roadmap d'Ethereum, tu vois? On peut pousser le truc encore plus loin. Franchement, c'est chiant. Et du coup, ça match pas mal le fait que, par exemple, on voit que le Bitcoin continue à prendre de la dominance. C'est parce que dans le doute, en fait, si j'étais investisseur et que j'avais pas envie de prendre de risques et que j'étais exposé au marché, dans le doute, je mettrais probablement une grosse partie de ces coins-là, de ces jetons-là en Bitcoin. Et puis le moment où je sais que ce sera plus safe de les hold, ou en tout cas que les probabilités qu'il y ait plus de soucis soient plus élevées, à ce moment-là, peut-être remettre des billes dedans. Non, mais en fait, je me rends compte d'un truc de fou, gros. En fait, je crois que j'ai compris à quoi joue la SEC. L'idée, c'est pas de lister tous les jetons qui existent. L'idée, c'est de laisser déjà les gens comprendre d'eux-mêmes un peu dans quel type de classification de jetons on est. Bien sûr. Mais même pour les exchanges. Mais même pour les exchanges, tu vois, on était en mode, ok, ils ont attaqué Binance, ils ont attaqué Coinbase, qui va être le prochain? Mais au final, plus ils attaquent d'exchange, plus c'est de problème. En fait, le fait juste d'attaquer Binance et Coinbase, ça envoie un tel signal que les autres, globalement, s'alignent d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de les poursuivre, en fait. Parce que personne n'a envie d'être en procès avec la SEC. Mais sur les jetons, regarde, tu vas avoir, ça, je crois que c'est un réseau social ou un truc de communication. Là, on est sur du stablecoin algorithmique. Là, on est sur un Layer 2. Bon, là, on est sur un Play to Earn. Tout ça, ça va être des Layer 1, des trucs comme ça. Donc, en fait, là, on est sur un produit qui calquait des actions en bourse. Là, on est sur de la vidéo décentralisée. On est sur plein de classifications de jetons. Et je pense que, tu sais, c'est comme les fusils à pompe dans les jeux vidéo où tu vas avoir un fusil à pompe qui va tirer large et tu te dis, ouais, si je tire pas exactement sur le gars, de toute façon, il va y avoir des balles qui vont aller dessus. Bah là, c'est pareil. Quasiment tout y passe, mais il n'y a pas Monero, il n'y a pas l'USDC, il n'y a pas l'USDT, il n'y a pas l'Ether, il n'y a pas Bitcoin pour le moment. Moi, c'est tout ce que je retiens. Pour le reste, ça pue vraiment très, 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 très fort. Et je sais pas comment individuellement chaque projet va se défendre, mais je vais pas dire je suis inquiété, faut tout lâcher et tout, mais franchement, je suis inquiété. Tu vois, plus je lis les accusations qui sont faites auprès de Binance, auprès de ces jetons, et plus ça m'inquiète parce que, en fait, à partir du moment où la SEC, elle va gagner un procès et que ça va faire jurisprudence sur un projet, bah ça va permettre d'aller attaquer plein de projets derrière et ça va être le bordel. Après, on a vu le temps que ça a pris aussi sur XRP, tu vois. Donc, je pense que les gens se disent aussi peut-être qu'on a le temps, parce que vraiment sur XRP ça prend une plombe, non? Je sais pas à quel point aussi ça fera jurisprudence, c'est-à-dire que est-ce que si Ripple gagne, est-ce que la SEC va retourner sa veste, ou est-ce qu'ils vont continuer à attaquer ces jetons-là? C'est aussi la question que je me pose. Ah, mais ils retourneront pas leur veste, c'est juste que si la SEC gagne, ça va lui donner des points. Si elle perd, c'est pas grave, elle va y aller au cas par cas pour chacun des autres. C'est aussi simple que ça. Après, peut-être que si elle en perd 50, à un moment donné, où elle va commencer à dire bon. Mais en attendant, il va falloir se battre. Donc Coinbase veut se battre, Ripple veut se battre, Binance veut se battre. Solana dit ne pas être d'accord, Cardano aussi, mais il y a dire je ne suis pas d'accord et il y a se battre. Donc ça, on va voir comment ils se défendent. En tout cas, pour ceux qui nous posent depuis tout à l'heure la question qu'est-ce qu'une security, qu'est-ce qui n'est pas une security, il y a déjà le OE test qui permet de le savoir. Donc le OE test, c'est dire est-ce qu'il y a un jeu de l'argent en jeu, s'agit-il d'une entreprise commune, y a-t-il une recherche de profit, et est-ce que le succès du projet dépend de personnes tierces. Alors là, je fais un gros big up à Grand Angle Crypto qui a fait une super vidéo qui est sortie tout à l'heure sur le sujet, qui explique le cas Binance et qui explique le cas Coinbase. Je vous la mettrai en description, je me permets également de la mettre dans le chat. En résumé, donc il y a plein d'accusations.
Mais ce qu'on va en retenir, c'est que la SEC accuse déjà Binance de ne pas s'être conformément enregistré. C'est-à-dire que Binance, dans un premier temps, Binance Inter. Ensuite, la SEC leur a dit, écoute frérot, là tu touches les investisseurs américains. Ils ont fait, ah oui, c'est vrai. Ils ont créé une entité américaine, ils se sont rapprochés d'un régulateur contre le blanchiment d'argent, mais c'est pas la SEC, c'est pas la CFTC. Et ensuite, ils ont lancé leur activité. Donc au final, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire sur le sol américain pour toucher un public américain. Donc ça, déjà, c'est ce qui leur a été reproché. Ensuite, bon, il y a une deuxième accusation, c'est qu'apparemment, ils auraient envoyé des fonds à des sociétés tierces qui sont contrôlées par CZ et d'autres employés Binance pour faire du market making et faire du wash trading aussi. C'est-à-dire que j'ai vu qu'apparemment, je suis allé voir chez nos confrères cryptonautes, Binance est aussi accusé. Binance US, pardon, est accusé d'avoir fait du wash trading avec la quasi-intégralité des jetons qu'ils ont listés au lancement. C'est-à-dire, au début, ils avaient 51 jetons, et sur 48 d'entre eux, visiblement, ils auraient fait du wash trading. Et après, ils auraient continué activement d'en faire sur 51 des 58 jetons disponibles via une société qui s'appelle Sigma Chain. Je crois que c'est une société suisse, société qui a en partie dans ses actionnaires CZ. Voilà, il y a ce type d'accusation-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accusation? Parce que franchement, il y en a plein. Et je suis en mode, ils vont devoir se défendre sur chaque accusation et j'espère qu'ils ont les fesses propres sur chaque accusation parce que chaque accusation qui passe, ce sera pas la mort de Binance. Au pire, ils paieront une grosse amende, mais ce sera un gros bad buzz pour eux. Gros bad buzz. Ensuite, mise en vente d'actifs considérés comme des securities. Pour ça, on aura bien compris. En gros, le wash trading, pour ceux qui se demandent, en fait, c'est le fait de créer une fausse impression qu'il y a de l'intérêt ou du volume sur un actif en faisant des échanges, par exemple, entre un même acteur. Donc, par exemple, si imaginons j'ai 2 comptes, je crois qu'actuellement il y a plein de choses, de règles mises en place pour pas que ça arrive. Hein. Et techniquement, on peut imaginer que j'ai 2 comptes sur Binance et qu'ils n'arrêtent pas de s'échanger en fait des jetons, d'acheter et vendre, etc. Mais en fait, par exemple, le compte qui achète, il achète via les ordres de vente du deuxième compte et le deuxième compte qui vend, en fait, il vend au premier compte. Donc en fait, c'est la même personne qui est derrière les 2 comptes et elle crée du volume, ce qui donne une fausse sensation d'intérêt et de volume. Et donc qui fausse un petit peu les chiffres, quoi. Donc au final, c'est un peu une technique que beaucoup d'exchanges utilisent aujourd'hui, notamment des exchanges qui sont en croissance, pour montrer ou en tout cas avoir l'intérêt des spéculateurs, parce qu'à partir du moment où il y a du volume, c'est généralement qu'il y a de la liquidité et donc c'est plus facile à trader et puis ça leur permet de booster leurs chiffres et de bomber le torse et de dire regardez à quel point on est gros et à quel point vous devriez trader chez nous. C'est ça, et voilà, ça te permet dans des comparateurs de dire bon voilà, moi je suis au-dessus des autres parce que j'ai là le volume, comme tu dis, ça crée de l'intérêt, donc au final tu prends des parts de marché de façon dégueulasse. Et le truc c'est que en 2017, on le sait, absolument tout le monde le faisait parce que tout le monde se disait de toute façon c'est un marché qui est dérégulé, ça nous tombera pas dessus. Peut-être pas Coinbase, mais tous les acteurs qui n'étaient pas forcément régulés aux États-Unis, en tout cas, ils avaient envie ou ils le faisaient, je pense, probablement. Je pense qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'exchanges qui le font. J'avais lu comme quoi, à l'époque, le Litecoin, au tout début de Coinbase, il y avait du wash trading aussi. On y avec Charlie, etc. Tout le monde l'a fait, plus ou moins. Mais voilà, maintenant, encore une fois, tu finis pas en prison pour du wash trading. C'est juste tu as payé une amende parce que... je pense que tu peux en vrai. Hein. Peut-être pas en crypto actuellement, mais tu peux avoir beaucoup de soucis en vrai. Hein. Ça dépend de quel est l'objectif, je pense. Merci à Freedom pour le 27e mois. Merci. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? On retient qu'il y a un projet de loi qui traîne un petit peu, qui ferait passer la majeure partie des cryptos en tant que commodity, c'est-à-dire matière première. Et donc, ce serait plus régulé par la SEC, il serait sorti du circuit, ce serait supervisé par la CFTC. Alors ça voudrait pas dire qu'on est sauvé, mais ça permettrait peut-être de relancer les dés. CFTC qui est pas la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, non c'est pas ça. Je peux mettre US. Commodity Futures Trading Commission, voilà. Donc la commission du trading des matières premières. Ensuite, Bitcoin n'est pas considéré comme problématique et visiblement Ethereum non plus. Et comme je le disais ici, voilà, l'ICO d'Ethereum a été financé en Bitcoin et pas en dollars américains. Voilà. Il y a eu plein d'accusations, mais moi, ce que je trouve quand même rassurant, c'est le cas de Coinbase qui s'exprime et qui dit la SEC a examiné nos activités et nous a permis de faire une IPO, donc de se lancer en bourse. Il n'y a pas de voie pour rentrer et s'enregistrer. Nous avons essayé à plusieurs reprises. Nous ne pouvons
certain. Donc, nous souscrivons pas de titres, nous rejetons la grande majorité des actifs que nous examinons. Voilà, c'est dire, nous aussi, on a fait un travail de filtre de notre côté pour pas accepter toute la merde qui existe et qui a été listée sur Coinbase. On considère que ça n'a pas à être des securities. La SEC et la CFTC ont fait des déclarations contradictoires et ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'est un titre et une marchandise. Donc là, c'est pareil, ils appuient sur le fait, les gars, vous avez jamais dit les mêmes choses au même moment et vous nous reprochez derrière de ne pas respecter les règles. Et voilà, après, ils parlent de l'introduction d'une nouvelle législation. Donc on aura passé beaucoup de temps sur cette actualité. Je vais faire très rapidement sur les autres. Mais bon, le cœur du problème, c'était ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme autre actualité? On a Atomic Wallet, qui est un wallet multi-chain qui a subi un gros piratage. Il est question apparemment de 35 millions de dollars. On ne sait pas exactement, à ma connaissance, de pourquoi le piratage a été fait. Mais il y a plusieurs choses à en retenir, donc je vais vous demander d'être très attentif. La première, c'est que c'est un wallet multi-chain. Pour ceux qui n'ont pas lu notre formation sur Bitcoin et Ethereum, on propose justement 2 types de wallets dans la partie créer un wallet, acheter des bitcoins et les recevoir. Je me permets de faire de la pub justement sur ça. En fait, dans les propositions, on propose 2 wallets. Est-ce que je me suis pas trompé? Utiliser un portefeuille bitcoin. C'est peut-être dans l'épisode 3 que je le montre. Oui, je présente un premier wallet qui est Blockstream Green, qui est un wallet simple. C'est-à-dire c'est un wallet qui ne fait que du Bitcoin et qui est open source. Et ensuite, je présente un deuxième wallet qui s'appelle Exodus, qui est un wallet multi-chain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous utilisez un wallet multi-chain, quel qu'il soit, très généralement, c'est une entreprise derrière. Tout le code n'est pas open source. Et en plus de ça, comme le wallet gère plein de librairies, gère plein de chaînes, etc., vous augmentez le nombre de vecteurs d'attaque. L'avantage, quand vous avez un wallet simple, vu que le périmètre est réduit, ça utilise moins de bibliothèques. Donc bibliothèque, c'est-à-dire de morceaux de logiciels que tu vas pouvoir importer pour pas avoir à tout retaper à la main. Et tu limites donc ton vecteur d'attaque. Donc moi, je vous conseille, par exemple, ou surface d'attaque, comme dirait Dame dans le chat. Donc si vous devez utiliser pour je ne sais quelle raison un wallet logiciel plutôt qu'un wallet matériel, parce que le matériel c'est quand même supérieur, préférez des wallets simples. Excusez-moi, préférez les wallets simples pour éviter les vecteurs d'attaque. Parce que là, en l'occurrence, même si on ne sait pas exactement quelle a été la source de l'attaque, on a quand même des pistes. On sait qu'il y a eu visiblement un serveur compromis qui a été utilisé pour exploiter cette vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y aurait apparemment des seed phrases qui auraient été envoyés sur un serveur. Il est question aussi d'une insuffisance de génération de l'aléatoire dans les phrases de récupération, donc là c'est pareil, c'est des choses qui peuvent arriver partout, mais quand on parle d'insuffisance dans l'aléatoire, donc déjà pour s'en rendre compte, c'est que cette information elle est potentiellement publique, mais en gros ça veut dire, l'aléatoire c'est quoi? L'aléatoire, ça n'existe pas vraiment. Entre avoir une chance sur 10 000 et avoir une chance sur 10 milliards, et dans les deux cas, c'est de l'aléatoire, mais tu as quand même beaucoup plus de chances de retrouver la réponse avec une chance sur 10 000 plutôt qu'une chance sur 10 milliards. Donc en fait, l'idée, c'est de dire ici, vous avez pas suffisamment été dans l'aléatoire, et donc peut-être que des attaquants ont trouvé une façon de retrouver les clés privées pour récupérer les fonds. Donc moi, je vous le dis, les wallets multi-chain à éviter absolument à partir du moment où vous placez un petit peu d'argent. Préférez des hardware wallets type Trésor ou Ledger ou autre, mais les wallets multi-chain sur ordinateur, ça pue. La preuve en est 35 millions qui sont passés. Bon, là, je vais faire très rapide. C'est l'ancien CEO de Twitter, qui est d'ailleurs pro-Bitcoin, qui lui considère Ethereum comme une security. C'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a un petit débat là-dessus. Il y a Udi qui a répondu pour dire, franchement, t'abuses, en sachant que même Gary, par le passé, a dit que si c'était suffisamment décentralisé, c'était pas une security. On n'est pas allé plus loin dans le débat, mais il s'est pas exprimé clairement sur pourquoi il considère Ethereum comme une security. Mais je pense que c'est Bitcoin Maxi. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose de totalement personnel pour dire tout ce qui n'est pas Bitcoin est une security. De toute façon. Je comprends pas l'intérêt de tweeter ça, honnêtement. Si ce n'est pour enfoncer l'écosystème, en fait. Hein, oui, mais ça, c'est le débat qu'il y a eu un petit peu sur mon Twitter aujourd'hui. Hein. Alors moi, je ne vis pas une personne en particulier sur ce tweet. Quand je dis petit débat Bitcoin Maxi versus shitcoiner, remplacez Bitcoin Maxi par je me réjouis du malheur des autres. Comme ça, vous enlevez Bitcoin du débat et vous y verrez plus clair. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que t'as beaucoup de Bitcoin Maxi qui pensent quelque chose que je respecte énormément. La révolution monétaire, elle est bien supérieure à vos ordinateurs décentralisés, vos oracles, vos DeFi, vos NFT, etc. Ça, je le comprends. Mais du coup, ils vont te dire, parce que c'est plus important, il faudrait que vous arrêtiez tout votre merdier pour que tout le monde se concentre sur Bitcoin. Ils se réjouiraient presque que tout le marché s'effondre pour que les gens ne se concentrent que sur Bitcoin. Il n'y a pas que eux qui le disent. Jack Dorsey, c'est un peu ce qu'il laisse sous-entendre
s'entendre aussi. Il y avait qui également? Tu sais, le créateur de Strike, là, comment ça s'appelle, le truc de paiement, Ouais, je sais ce que c'est. Et plus son nom. Lui, il avait critiqué le patron de Binance en disant, voilà, parce que tu as listé plein d'altcoins sur ton exchange, bah en fait, tu fais que les investisseurs, ils s'intéressent moins à Bitcoin. Et nous, on voudrait que les gens s'intéressent à Bitcoin. Voilà, malheur. Donc en fait, le débat, il est là. Et au final, c'est des débats qui reviennent en boucle, où tu vas avoir très généralement, à mon sens, mais je suis biaisé aussi, des Bitcoin maxi qui vont dire des saloperies publiquement, ou qui vont se réjouir de ce qui se passe en mode, on vous avait prévenu, on vous avait prévenu. Mais en fait, on s'en fout que tu nous as prévenu. Parce que oui, tu as des gens qui sont là exclusivement par spéculation, qui n'ont pas d'idéologie, qui s'en tapent, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime la tech, j'aime Bitcoin, j'aime Ethereum, j'aime les oracles, j'aime la DeFi, j'aime les NFT, etc., etc. Et tu pourras me répéter 100 fois Bitcoin, c'est mieux, tes trucs, c'est des securities, tes trucs vont aller à zéro. Ça ne m'empêchera pas d'en parler, ça ne m'empêchera pas d'y investir. Parce que moi, c'est ça que je kiffe, en fait. Donc, c'est un débat de sourds qui revient en boucle et on sera jamais d'accord, en fait. Tu vois, c'est comme expliquer à un communiste pourquoi t'aimes le capitalisme et inversement. Ça sert à rien d'en parler. C'est des idées qui sont arrêtées. Et bah là, c'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc ensuite, ça, je l'ai placé aussi. Jack Dorsey, donc on parle toujours de la même personne, c'est l'ancien CEO de Twitter pro-Bitcoin, qui prédit la victoire du candidat démocrate pro-crypto Kennedy Jr. Alors il faut savoir que c'est le neveu de JF Kennedy qui avait été assassiné, on ne sait pas trop par qui, mais il faut savoir que son neveu a publiquement dit que c'était la CIA à l'époque qui l'avait assassiné. Pourquoi j'en parle et pourquoi je mets une petite touche de politique là-dedans? C'est qu'en fait, c'est bizarre. C'est-à-dire que déjà, le mec est démocrate, comme Joe Biden, comme Obama, comme Bush, Clinton et compagnie. Mais dans le même temps, il a un discours un peu complotiste, qu'on va qualifier de complotiste, tu vois, pro-crypto, anti-vaccination, avec une préoccupation contre les monnaies numériques de banque centrale, tu vois. Je sais pas trop en quoi en penser. Moi, ce gars, je le connais pas. Je sais juste que son tonton qui aurait été assassiné à l'époque déjà avait eu aussi des propos complotistes. Hein. Bush, c'est républicain. Merci de la précision. C'est pas démocrate. Avait eu aussi des propos complotistes. À l'époque, JF Kennedy parlait de sociétés secrètes, parlait de détacher l'État, je crois, des banques privées, etc. Donc là, ça revient un petit peu. Et pour refaire le lien par rapport à la crypto, sous Trump, j'ai pas de souvenir qu'il s'est passé quoi que ce soit de négatif vis-à-vis des crypto-monnaies, si ce n'est que Trump disait, bon bah, comme un bon président américain, moi je préfère le dollar, j'aime pas les cryptos, ok. Là, on a un candidat au présidentiel qui est pro-crypto. Joe Biden, il y a eu un financement de la part de SBF, mais il était pas pro-crypto. Ouais, c'était un peu, je m'en bats les steaks, jusqu'au moment où FTX a dévissé. À ce moment-là, il a dit, ah non, les cryptos, c'est pas bien. Là, on a un candidat pro-crypto qui fait partie des favoris. À quel point, j'en sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant. Parce que pour lui, les crypto-monnaies, particulièrement Bitcoin, c'est considéré comme un moteur d'innovation. Donc ça pourrait être très positif pour absolument tout. Hein. Réglementation, pour les élections 2024. Ouais, élections 2024. Donc on en reparlera quand on aura plus d'informations. Mais j'ai jugé ça intéressant. Donc on va terminer sur ça. Les États-Unis dévoilent une nouvelle proposition de loi sur les stablecoins. C'est une 3e proposition. Et tout ce qu'il faut en retenir, selon moi, j'ai mis beaucoup de textes, mais long story short, c'est que la loi est prévue pour être discutée le 13 juin. On est le 11, la rediffusion sera le 12 sur YouTube. Et que si la loi est adoptée, aucune nouvelle émission de stablecoin collatéralisée ne sera autorisée pendant une période de 2 ans après la promulgation de cette loi. Donc ça va mettre à l'arrêt complètement les stablecoins. Et ça pourrait laisser sous-entendre aussi peut-être une accélération du côté des monnaies numériques de banque centrale. Voilà pour les En gros, ce que tu veux dire, c'est que par exemple, Tether USDT pourrait continuer d'exister, juste on ne pourra plus en créer de nouveaux. Je ne sais pas si Tether ou l'USDC ou autre pourrait émettre de nouveaux jetons. Moi, j'aurais plutôt pensé que c'est juste pas de nouveaux stable quoi. Concurrents. Ouais, moi je pense plutôt des nouveaux concurrents ou alors des nouveaux stablecoins backés, je sais pas moi, par peut-être le yuan chinois, hein, ou backé par je ne sais quelle autre monnaie. Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une accélération de la réglementation côté Hong Kong, donc côté Chine, et peut-être qu'ils mettent en place ce genre de choses aussi pour mettre un coup de bâton dans les roues de la Chine. Je sais pas trop, ce sujet-là, je suis moins renseigné. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. En tout cas, voilà. Pour la partie fonda, je vais terminer très rapidement, on va pouvoir enchaîner sur la T. On a Starknet qui va sortir cet été une nouvelle mise à jour de son protocole. Cette nouvelle mise à jour, qu'on va appeler V012, elle va beaucoup débloquer les performances du protocole, parce qu'en fait, il faut savoir que ce soit le séquenceur ou même le langage de programmation de Starknet, il y a du changement. Le séquenceur
Tensor, on passe sur un langage plus performant. Et pour ce qui est du langage Keiro, le langage commence à ressembler de plus en plus au Rust qui est utilisé par Solana et d'autres. Et donc l'accumulation de ces deux choses va permettre de bien faire exploser les performances, parce qu'on là on est sur du 3 transactions par seconde, on devrait en approcher une centaine avec la mise à jour de cet été, qui en ferait théoriquement le layer 2 Ethereum le plus performant de tous. Donc ça c'est pour la V013, et ensuite la V012 pardon, et pour la V013, et ben là il y a encore des améliorations supplémentaires sur le protocole qui va permettre d'augmenter encore plus la puissance des transactions et donc de réduire grandement les frais de transaction, qui va en faire un layer 2 sacrément puissant. Moi j'ai eu l'occasion de parler avec Fricoben, il n'a pas pu me dire ce qui se passait, mais en tout cas il s'est fait teaser pas mal par Starknet et ils sont très très confiants sur la suite, en mode tu vas voir, ça va être une dinguerie et tout. Donc moi je demande à voir. En tout cas le jeton n'est toujours pas sorti, mais tout ça va sortir 2023, donc ça va cheap. Le jeton va très probablement sortir en fin d'année ou début d'année prochaine, et donc c'est un layer 2 à surveiller, surtout que on en avait parlé la semaine dernière, mais il y a Kakarot VM aussi qui a un layer 3 basé sur Starknet qui permet de simuler l'Ethereum Virtual Machine, et dans les Angel Investors on a quand même Vitalik lui-même, hein. Donc voilà, petit chouchou de Vitalik aussi, c'est important de le noter. Je pense que j'en ai fini. Il y a d'autres trucs dont on pourra parler plus tard, mais j'aimerais te laisser un peu la main sur la partie technique, Léo, parce qu'on a une Bitcoin dominance qui explose, on a des altcoins qui se sont fait gentiment casser le visage, et je pense que tu vas pouvoir nous en parler avec attention. Ouais, c'est ça. Donc pour toutes les personnes qui sont sur YouTube, bonjour à vous. Aujourd'hui on va faire un petit point sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si ce n'est pas déjà fait. Pour parler donc du marché, où est-ce qu'on en est, je pense que c'est assez utile d'utiliser mon screener ici que j'ai sur mes séries, que je mettrai aussi en description et en commentaire épinglé, et que je vous mets maintenant dans le chat, comme ça vous pouvez l'utiliser. Concrètement, c'est un petit dashboard Messari qui est entièrement gratuit, que moi j'utilise personnellement pour surveiller un petit peu ce qui se passe dans le marché et d'avoir donc une performance de toutes les cryptos qui m'intéressent avec des fortes capitalisations en dollars, mais aussi de voir justement leur comportement face à BTC. Et donc ici, je peux voir le comportement de ces cryptos-là, notamment en 1 heure, en 24 heures contre BTC, sur les 7 derniers jours, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà? Alors des fois, il y a des jetons qui sortent de nulle part, qui sont ultra capitalisés d'après Messari, parce que du fait des tokenomics, qui est un petit supply et qui a un prix extrêmement élevé, voilà. Donc ne prenons pas en compte ce coin-là. D'ailleurs, je crois que je peux l'exclure, mais je verrai après pour l'exclure. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement ici, sur les 7 derniers jours contre BTC, on a personne qui a réussi à surperformer, si ce n'est Léo et XRP. Donc globalement, toutes les alts ont pris méga cher. Et donc par exemple, sur les 7 derniers jours, on a du IOTA qui a pris moins 20% contre BTC. Hein. On parle bien de contre BTC, du NEO, du NIR, du OP, enfin bref. Globalement, toutes les alts ont pris extrêmement cher. Mais moi, ce qui m'impressionne personnellement, c'est que notamment si on regarde la variation ici en dollars, c'est que BTC n'a perdu que 4%, là où en fait on a la majorité des alts qui ont tout simplement mal pris justement ces annonces-là de la SEC, et donc là on a un BTC qui perd 4%, on a un Ethereum qui perd quasiment le double, donc 7%, et puis on se retrouve avec des alts en mode catastrophe, style Matic, qui ont perdu jusqu'à 30% les derniers jours, c'est le cas aussi de Solana, de Dash, c'est vraiment assez impressionnant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça personnellement. Pour un petit peu illustrer mon propos, j'aimerais tout simplement montrer ici le graphique des alts. Donc ici vous avez le total 3, qui est donc le graphique qui représente la capitalisation totale des altcoins, en excluant donc la capitalisation d'Ethereum et de Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est quasiment de retour tout simplement sur les plus bas. Donc c'est comme si en fait là où en fait on a un BTC qui a rebondi donc de 15K très concrètement jusqu'à 30K, et il est encore à 25K, donc il doit être encore à un plus 70%, quelque chose dans ces eaux-là. Mais en fait on a des alts qui ont tellement retracé que c'est comme si sur BTC en fait il s'était jamais rien passé et qu'on n'avait pas eu justement un énorme rebond. Alors évidemment on a eu le rebond, hein. On a eu un rebond d'environ 50% dans ces eaux-là, un peu moins de 50%, quelque chose comme 30% de ce que je vois. Je vais juste prendre ici, donc ouais, 38%. Mais voilà, on est quasiment de retour sur les lows. Et je sais pas si tu t'en souvenais, mais ça match pas mal la vision que j'avais sur les alts, dans le sens où, moi, ce que je disais, alors évidemment, c'est mon opinion sur le marché, ça se trouve, le marché peut me donner tort, etc., etc. Mais moi, j'ai pas mal de convictions dans ce low sur BTC, donc je pense qu'il a de bonnes chances de tenir. Après, évidemment, on peut toujours accélérer en dessous, hein, mais pour moi, il a de bonnes chances de tenir. En fait, ce que moi, j'imaginais, c'est tout simplement un BTC retracé et faire
et faire un higher low, et donc derrière pouvoir initier une hausse avec notamment le halving, avec le fait que, je sais pas, le S&P, le marché des risk-on, etc. reprennent de la force, et puis on a les élections de 2024, donc typiquement l'inflation qui baisse un peu plus, les taux directeurs qui diminuent, l'argent devient un peu plus accessible, enfin bref, tout qui s'aligne un petit peu, et le halving qui correspond à ça, donc on fasse un higher low, donc un creux plus haut que celui-ci. Mais par contre, j'imaginais bien, par exemple, typiquement sur les alts, un dernier push vers le bas, et justement une capitulation sur les alts qui serait ultra violente, et peut-être voir un push, je sais pas, entre 160 milliards et 240 milliards. En termes de retracement, j'aimerais juste vérifier quelque chose. Souvent, moi, sur les alts, j'aime bien parler de la bottom zone. La bottom zone, c'est 78 à 88% de retracement. C'est typiquement ce qu'on voit sur les retracements, et sur les cycles, notamment sur les alts. Je crois qu'on va même un peu plus bas historiquement. Et donc, voilà, par exemple, voir une dernière poussée dans cette box ici, pour voir une calculation sur les alts, mais ne pas voir par exemple BTC casser son bottom, c'était justement le scénario que moi j'avais en tête, et qui pourrait prendre un peu plus forme, vu que pour l'instant les alts n'ont pas l'air de trop tenir. Après, évidemment, si BTC est amené à rebondir, et que et qu'on ait des bonnes nouvelles sur les alts, ça pourrait peut-être orienter le graphique d'une autre manière et nous aider à pousser plus haut. Mais tout ce que je vois personnellement, c'est que ici on a un range où on a eu énormément de points de contact sur les alts, je pense qu'il est très visible, on a énormément de points de contact des deux côtés. On s'était servi de cette zone ici comme support à de multiples reprises, notamment au moment où on a cassé les 15K et on est passé à 20, 25 sur BTC. Et là, on a retesté ce bad range et on a tout simplement bien souffert. Donc, graphiquement, c'est pas ultra étonnant. Je pensais juste pas que ça allait arriver maintenant, tout de suite, de cette manière-là, avec un BTC qui n'a pas tellement baissé. Mais pour le coup, c'est le cas. Et ce que ça montre, je suppose, j'ai pas regardé la dominance du BTC, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a pas mal d'argent qui rentre sur BTC. Ici, en weekly, on voit bien que on était dans une consolidation entre les 40% et les 48% de dominance, avec pas mal de points de contact dans les deux sens. Et là, en fait, on a cassé ce niveau, et on a d'ailleurs flip en support, en fait, cette résistance, donc ce haut de range en disant, donc tant qu'on n'arrive pas à perdre ce low ici, qu'on réintègre pas le range, je pense que BTC peut pousser, et je pense que le fait qu'il y ait pas mal d'alts qui soient considérés comme des securities, ça peut aider à BTC, ça peut aider BTC à reprendre de la dominance, dans le sens où si tu as envie de t'exposer au marché crypto mais que tu n'as pas envie de t'exposer au risque de securities, eh bien la meilleure solution reste quand même de s'exposer à BTC, en fait. Donc en tout cas, c'est ce que je vois actuellement sur le marché. Donc des alts qui souffrent énormément, un BTC qui peine un petit peu, mais qui n'a pas non plus dégringolé. Si je regarde en weekly, concrètement, alors je vais un petit peu plus zoomer sur ce qui s'est passé, mais c'est pas comme si sur BTC on avait tout lâché, qu'on a fait un moins 10-15%, qu'on était, je sais pas, à 24K. Là, on n'y est pas encore. Donc où est-ce qu'on en est sur BTC en weekly? On est toujours sous l'énorme résistance des 29-30 000 $. Ici, je pense qu'elle est assez claire. C'est une zone qui a servi de support par le passé, et qu'on a flip à nouveau en tant que résistance. Donc, tant qu'on est en dessous, on n'a pas de gros signes de force sur BTC. Moi, ma conviction, elle était baissière ici. J'ai essayé de me réexposer au marché, mais je me suis fait chop, je vais pas vous mentir. Pour moi, j'avais pas de raison de me réexposer au marché à partir des 28K, parce que le graphique me plaisait pas. Je suis sorti. Évidemment, le fait de sortir, notamment sur les alts, ça m'a permis de sortir assez haut sur pas mal d'alts, et donc de pas prendre trop cher. Mais j'ai essayé de me réexposer ici, et c'est le moment où je me suis fait chop, techniquement. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, parce que, par exemple, si tu regardes en daily, on avait une chasse au stop en dessous de ces lows ici, et puis derrière, on avait une réaction super positive en avalant, en faisant une engulfing de la bougie précédente. Donc en gros, on clôture tellement haut qu'on ravale tout ce qui s'est passé, et donc ça, pour moi, c'est un énorme signe de force, dans le sens où quand t'as un BTC qui ravale toute la baisse qui était violente en même pas une journée, et qu'on clôture même au-dessus, ça te montre que les acheteurs ont la main. Et je pensais même d'ailleurs que même si on avait un petit retracement ici, il y avait moyen que cette zone serve de support et qu'on repousse plus haut, sachant qu'on n'avait pas pris ce high ici. C'est-à-dire que souvent, quand on rebondit, même si on devait faire un piège, souvent on piège justement avec une petite chasse au stop, et ensuite on reverse. Pour le coup, on n'a pas eu ça, et on a quasiment retracé tout le pump et tout cette hausse qui nous a suscité pas mal d'engouement, pas mal d'euphorie, pour être très clair. Et donc ça, c'est évidemment pas un bon signe, le fait que on retourne tester près des lots qui ont mené à cette impulsion haussière. Donc personnellement, je suis pas ultra enthousiaste actuellement. Je trouve que en fait, on avait eu une belle occasion
du côté bull en fait de se positionner à la hausse et de poursuivre en fait ce momentum haussier. Et c'est pour ça que d'ailleurs je disais sur Twitter, pour moi on ne doit pas repasser sous les 26 250, 26 200. Pour moi en fait la zone des 26 600, 26 500 elle doit servir de support. Cette zone elle n'est pas anodine, vous le voyez bien. C'est techniquement la zone qui nous servait de support ici, sous laquelle on n'arrivait pas à clôturer, qui servait de support ici. Et là en fait on avait justement reclaim le bas du range en daily. Et donc je voulais absolument voir cette zone tenir. Au final, on a clôturé en dessous, on s'en est resservi comme résistance et on est simplement en train de casser par le bas. Donc pour moi, un premier signe positif, ce serait vraiment qu'on arrive à récupérer les 26 700 ici en tant que support et qu'on ait vraiment de l'acceptation YouTube pour pousser plus haut. À ce moment-là, je pense que voilà, on sera amené à pousser même beaucoup plus haut. Mais tant que c'est pas le cas, je trouve ça extrêmement bête parce que justement, on a eu cette opportunité de pousser plus haut. On a eu des news qui étaient super négatives. On a la ICC qui attaque Binance, la ICC qui attaque Coinbase et qui mène donc évidemment un marché qui panique. Et puis derrière, en fait, tout est ravalé alors qu'on a des news extrêmement négatives. Donc pour moi, on avait vraiment l'opportunité pour les acheteurs de reprendre la main et de dire on est les rois, on s'en fout de ce qui se passe, etc. Et puis on a eu un retour à la réalité, on a retracé quasiment au niveau sur lequel on a eu le rebond. Donc pour moi, c'est pas positif. Je vois pas vraiment de monde où c'est ultra bull de revenir sur ces prix-là, si ce n'est pour défendre ces lots. Le fait que, par exemple, on n'ait pas été chassé sous ces lots ici, même avec cette mèche-là, ça me rend pas extrêmement bull dans le sens où on n'a pas été cherché sous ce lot. Donc on a toujours des higher lows ici sur BTC. Donc pour moi, c'est aussi une zone sur laquelle on va créer de la liquidité. Et puis de même sur... alors, c'est un peu différent sur Ethereum dans le sens où on a bien plus dump et on a été chercher sous tous les lots justement que je traçais ici. Mais même si on regarde un peu plus près, même sur ce pump, ces mèches, etc., ici, on n'a pas été chassé sous ce lot. Et donc, pour moi, c'est probablement une zone qui sera aussi revisitée tôt ou tard. Donc, je pense qu'on peut avoir un rebond, mais pour l'instant, il n'y a rien de méga convaincant qui me dise, OK, on a le bottom, on est prêt à partir. Personnellement, j'avais un peu plus cette pensée-là quand justement on a fait ce méga pump, ce méga rebond et qu'on a une belle clôture daily, mais voilà. Et ce que ça m'inspire, c'est que en fait, si on regarde, on a quand même, d'ailleurs, on a des belles trendlines maintenant qui sont en train de se former. J'ai pas l'habitude d'en parler, mais d'un point de vue nombre de points de contact, ça commence à être pas mal. Est-ce que il y en a même une autre? Est-ce que c'est un falling wedge pour certains? Enfin bref. Mais en fait, tout ce à quoi ça ressemble, c'est un range ici qui a cassé et surtout qui nous a mené à beaucoup de pièges. C'est-à-dire que pour moi, mon range de base, il ressemblait à ça. On a été chercher en dessous, on a chassé des stops, on est passé au-dessus, on a chassé des stops, on a réintégré, on a cassé par le bas, on a une vraie cassure par le bas, on n'a pas retesté le range, on l'a réintégré, on a été rechercher le haut de range. Personnellement, voilà, ça me donne vraiment la sensation qu'on chope un maximum de personnes et qu'on est en mode machine à laver. C'est-à-dire qu'on essaye d'essorer un maximum de personnes avant de voir le vrai move. Et on voit que même pour les shorters, même pour les gens qui vendent, c'est pas évident. Et pour les gens qui sont à l'achat, évidemment, non plus. Donc voilà, pour moi, il y a un marché qui est en train de vider un maximum de leviers et de gens qui essayent de se positionner pour probablement un retour de la volatilité. Et donc, long story short, comme tu dis, déjà en daily, même en weekly, je vois pas vraiment de raison de s'emballer tant qu'on récupère pas les 26 700. Comme vous le voyez ici, c'est un niveau qui est ultra clair. Donc, premier signe de force, ce serait de récupérer ce niveau-là et probablement de casser cette trendline-là. Tant que ça n'arrive pas, je pense qu'on sera amené à pousser plus bas et à ce moment-là, en weekly, on peut regarder, mais le niveau weekly qui, moi, m'intéresse énormément, c'est notamment les 24 300 et je pense qu'on peut même descendre un petit peu plus bas ici autour des 23 800. Et cette zone ici, je crois, correspond aux 38% de la hausse. Alors, donnez-moi un instant. Ouais, un peu plus bas. Donc voilà. En gros, si je devais avoir un peu plus de conviction dans un rebond, il faudrait que, par exemple, on descende un peu plus bas et qu'on aille chercher cette zone ici, des 23 900, 24 200. J'aimerais bien, personnellement, qu'on aille chercher justement ces petits lows ici, ces petits stops ici qui s'alignent sur les niveaux weekly. Et sur la grosse zone d'intérêt pour moi qui est entre les 23 008 et les 24 003. On a un gros niveau aussi au niveau des 25K, mais je pense que si on devait arracher et chasser vraiment des stops, on créerait probablement une panique autour de ces niveaux-là. Donc voilà, personnellement, j'ai pas très bien performé dernièrement. Je pense que j'ai trop voulu trader.
alors que le marché est un peu dans l'indécision complète et que globalement il va dans tous les sens, mais ça arrive. Et puis on se rend compte que le marché est choppy quand on le trade, quoi. Donc jusqu'au moment où il prend une véritable direction. Donc un petit peu déçu de ma performance dernièrement sur BTC, et évidemment déçu qu'on n'ait pas une direction méga claire, mais comme vous le voyez ici, on est quand même sur une baisse qui est plutôt constante, mais en cours de route, voilà, on essaye de nous chasser un maximum. Où est-ce qu'on en est sur Ethereum? Eh bien, écoutez, donnez-moi un instant, je vais retirer tout ça et me mettre en weekly. Donc, comme vous le voyez sur Ethereum, eh bien, on est toujours sous cette grosse zone des 1935. Pour le coup, je pensais qu'on allait avoir le momentum pour le casser, mais au final, on est passé en dessous. On l'a retesté une première fois et on l'a retesté une deuxième fois. J'étais redevenu optimiste ici sur Ethereum, dans le sens où, en fait, quand tu as une aussi grosse chasse, donc limite une réintégration sous un range qui ressemblera à ça, tu t'attends à ce que ça dump assez vite. Et donc, en fait, à partir du moment où tu dump, tu as ton retest parfait sur la résistance et derrière, on n'arrive pas à dump et on rebondit. Ça te donne un peu l'impression que c'est une sorte de fausse casse à la baisse et que donc là, on peut avoir le momentum pour justement repartir. Au final, BTC n'a pas aidé, la XCC non plus. Et donc, si on regarde ici sur tout ce retracement et toute cette hausse, on a les 38% de retracement ici. Je crois que depuis un moment, je dis que j'aimerais bien qu'on aille chatouiller en dessous des 1700 $. Je pense que c'est toujours le cas. Après, un premier signe de force, ce serait de récupérer les 1780 $ en tant que support. Je pense que ça pourrait être un bon point. Zone de résistance et de support ici. C'était le bas de notre range daily ici. Donc, si jamais on commence à récupérer cette zone ici en tant que support, pourquoi pas, sachant qu'on a été chercher les 30% de retracement de toute cette hausse qui est le premier arrêt et donc une zone qui doit tenir côté acheteur si la tendance haussière pour le coup ici est toujours aussi forte. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment qu'on commence à casser des résistances sur Bitcoin et Ethereum pour re-rentrer ou en tout cas avoir plus de conviction dans ce marché qui est assez compliqué à trader. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à rien faire pour l'instant. Ou ici, par exemple, de jouer des shorts à court terme. Mais évidemment avec un risk management très spécifique et surtout un risque assez faible pour ces trades-là. Et repasser boule notamment si on commence à recasser des grosses résistances. Donc sur BTC, ce serait commencer à récupérer les 26 700, 26 800. Et sur Ethereum, ce serait commencer à récupérer les 1780, 1790. Après, il y a toujours un monde où c'est juste un bearish retest de ce bad range ici. Et à ce moment-là, ça pourrait nous amener une continuation. Donc c'est pour ça que on a besoin de voir des clôtures qui sont vraiment impressionnantes et de l'acceptation autour de ces niveaux-là et pas un simple retest qui derrière nous permet de nous pousser plus bas. Donc ça, c'est pour BTC et Ethereum. Dans les cryptos qui ont très bien performé, notamment ici. Si on regarde par exemple sur... allez, merde. Je vais essayer de recharger la page, voilà. Si on regarde sur les dernières 24 heures, qu'est-ce qui performe le mieux? Ouais, je vais plutôt regarder sur les 7 jours, je pense, parce que c'est un petit peu plus propre. On voit qu'on a un Ripple qui tient, c'est-à-dire que là, on a un BTC qui fait moins 4%, on a un Ripple qui fait moins 3,5%, qui est quasiment de retour sur les plus hauts. Et ça correspond notamment au fait que d'ici 2 jours, donc autour du 13 juin, on a normalement le juge, en tout cas le tribunal, qui va décider et qui va notamment, je crois, révéler les discussions et les échanges du dernier directeur de la SEC et qui aurait dit que Ethereum n'est pas une security de mémoire, quelque chose comme ça, avec pas mal d'éléments à ce sujet-là. Donc évidemment, ça pourrait jouer en faveur de Ripple et je pense que pas mal de gens sont en train de spéculer sur une issue positive simplement du procès, qui dure depuis très longtemps et qui pourrait peut-être se terminer. Bon, j'ai du mal à me dire qu'il va terminer maintenant et que en tout cas on pourrait avoir une décision assez rapide parce que tout simplement jusqu'à maintenant, dès qu'on a eu un petit peu d'espoir, en fait on a eu des dates qui se repoussaient et quelque chose de toujours aussi interminable. Donc voilà, toujours sur cette grosse résistance weekly des 55 centimes sur XRP. On a fait une grosse mèche ici qui semble se faire avaler, donc il va falloir évidemment attendre la clôture de ce soir, mais c'est plutôt positif vu ce qu'a fait le marché. Après, attention, on arrive dans des zones que les gens vont vouloir potentiellement vendre pour protéger le dernier sommet. Mais voilà, si jamais on a un petit rebond sur le marché, je pense que XRP aura un gros rebond. Si le marché tombe, je pense que XRP tombera, mais beaucoup moins que le reste. Donc voilà, donc Ripple très intéressant. Personnellement, j'aimerais véritablement qu'il casse cette zone ici. Et j'avais parlé de mes objectifs sur Twitter, mais moi j'aimerais bien qu'on se dirige dans un premier temps vers les 71-72 centimes, cette zone ici, si jamais on casse cette zone ici. Et puis dans un deuxième temps vers les 92-95 centimes, si jamais on a un peu plus de force. Mais en fait, ce qui peut être assez intéressant, c'est que si on a vraiment des éléments positifs par rapport à Ripple, les gens vont chercher
un actif sur lequel spéculer et qui a de la force. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup en fait. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup. On a un Ether qui galère un peu, on a un BTC qui galère un peu. Et je me dis qu'on peut se retrouver dans un scénario où ça attire énormément de liquidités et où en fait, Ripple attire toutes les liquidités du marché. C'est-à-dire que si on a un Ripple qui commence à s'envoler, pour une raison ou une autre, hein, ça se trouve juste par anticipation ou quoi que ce soit. En fait, on peut avoir un volume qui explose sur les dérivés et tout le monde qui essaye de se tourner sur Ripple pour essayer de prendre son petit 10, 15, 20, 30%, un peu comme lorsque les gens ont essayé de spéculer sur PP. Tout le monde s'y est mis, tout le monde a vu un actif qui performait alors que le marché allait pas spécialement bien. Et donc, je me dis qu'on peut se retrouver dans ce scénario-là. Donc, c'est ce que je surveille. De mon côté, j'ai été pas mal déçu par LTC, pour être très honnête. Je pensais qu'il allait beaucoup mieux tenir avant la halving que ça. Donc, moi, de mon côté, j'ai toujours du Litecoin. Il va falloir tenir cette zone. Pour moi, ici, cette zone, elle est assez claire. C'est le bas du range weekly. Donc, pour moi, on a une sorte de range ici entre les deux. Pour d'autres, on a une sorte de triangle ascendant. Dans tous les cas, voilà. Pour moi, cette zone, elle doit tenir. Si on commence à avoir de la consolidation ou de l'acceptation en dessous, pour moi, c'est terminé. Et LTC va juste nuke, en fait. Les gens vont juste vendre la halving et tous se mettre à vendre parce que on sera plus dans le timing de la halving. C'est-à-dire que on aura un token qui sera vendu alors que la halving est juste avant, enfin, est très soon. Donc en gros, les gens qui auront essayé de jouer le momentum seront fait piéger et vendront. Ce qui sera peut-être mon cas, on verra. Mais voilà, en tout cas, on va à voir. Mais ouais, Litecoin un peu déçu. J'ai pensé qu'il pourrait un peu mieux tenir comme Ripple. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Solana qui a pris cher. Mais en vrai, Solana, oui, c'est clair qu'il a dump. Il a dump, mais ça va. Mais il a testé un niveau qui me semblait ultra important. C'est-à-dire que ici, si on regarde en weekly ou même en daily, je vois que cette zone ici, elle a été hyper importante. C'est une zone qui nous a servi de résistance, notamment après ce gros dump. Je pense qu'en daily, on voit à quel point ce niveau est clair, tu vois. Et en plus de ça, on se retrouve dans la meilleure zone pour faire un higher low. Et d'ailleurs, je disais que j'avais hâte lorsqu'on était ici. Certes, j'ai acheté même du Solana avant et j'ai pris des pertes actuellement dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que Sol, ici, c'est la meilleure zone ici pour jouer un higher low. C'est-à-dire que si on part du principe que le bottom est in, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, je n'ai aucune idée, hein, mais si en tout cas il est in et qu'on n'était pas amené à retester des prix plus bas, bah ici on est quand même dans une zone assez idéale pour le défendre et pour justement défendre ce low ici et jouer un higher low et derrière une reprise haussière. Donc, sachant qu'on a pas mal de liquidités à aller chercher plus haut, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être super pessimistes, que plein de gens, je pense, se sont mis à shorter comme des fous Solana et XRP. Si jamais on a un petit rebond du marché, on peut se retrouver avec un short squeeze. Donc moi, personnellement, je serais pas ultra bear sur Solana. On est sur une zone clé. Si on commence à vraiment galérer ici, vraiment, genre, là, oui, on peut pousser plus bas et enfoncer le bottom. Mais moi, voilà, le prix, la localisation est tellement importante, tellement clé ici. Le niveau est tellement clé même sur des grosses time frames comme le weekly que j'irai pas j'irai pas essayer de short sur un support simplement. Et ce niveau, on peut voir à quel point il est clé. C'est-à-dire qu'ici, évidemment, il nous servait de résistance, mais ici aussi, en fait. Juste avant de passer des $15 jusqu'aux $50, en fait. Donc ce niveau-là, il date pas d'hier. Et ça montre à quel point il est pertinent et à quel point, bah, justement, on a été le chercher actuellement. Donc, pas le plus pessimiste sur Solana. Et il va falloir défendre véritablement cette zone bleue et qu'on n'ait pas de l'acceptation en dessous. Et sinon, pour le reste, on a pris très cher. J'aimerais peut-être parler de Matic parce que ça me semble assez important. Je pense que pas mal de gens sont en panique dessus. Je suis d'accord. Matic, moi personnellement, j'attendais que ces lots soient pris. Ça fait très longtemps que j'en parle et je disais d'ailleurs que si on avait de l'acceptation ici, qu'on réintégrait le range, donc si on avait de l'acceptation sous la zone rouge, je pense qu'on allait aller chercher assez rapidement la zone verte. Ça, je l'ai dit dans plein de tweets, je l'ai dit dans plein de lives. Pour le coup, ça s'est réalisé dans ce sens-là et pour moi, c'est un peu comme sur Solana, dans le sens où bah, on a un gros niveau ici weekly qui a parfaitement servi de support ici. Et surtout, on est dans une zone quasiment idéale pour défendre ce bottom en fait. C'est-à-dire que si ce bottom est amené à tenir sur Matic, alors évidemment, il peut être cassé hein, si jamais le marché nuke, etc. Vous avez mon scénario sur les alts, mais pour moi, Matic et Solana font partie des alts qui vont probablement le mieux résister. En tout cas, auxquels je pensais avant qu'il y ait toutes ces histoires de sécurité. Et voilà, on a été chercher toutes ces liquidités ici, on a été chercher une superbe localisation pour jouer un higher low. Donc il va falloir voir si on a justement un gros rejet et qu'on clôture comme ça cette semaine, ou si on a un peu plus d'acceptation et qu'on galère à rebondir ici. Là, si on galère à rebondir autour des 50-55 centimes, là on pourra s'inquiéter. Et pour le coup, là on a juste dump, on a été chercher liquidité. Et je pense qu'un très bon signal côté acheteur sur Matic, ce serait qu'on réintègre ce range. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commencerait à récupérer cette zone verte ici en tant que support, là ce serait vraiment top. Et en vrai, on a véritablement dump
en ligne droite des 1,55 $ jusqu'à 50 centimes. Donc là, on a fait moins 60%. Moins 66%, enfin, on a fait diviser par 3, sans vrai rebond en laissant des highs à aller chercher. Donc je me dis que si jamais on a une réitération de ce range, pas mal de support et tout simplement pas mal de support ici avec ce gros niveau clé, on pourrait aller chercher plus haut. Après, je sais pas à quelle vitesse et à quel point BTC va être en forme pour nous aider à le faire, mais voilà un petit peu ce que j'ai en tête. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui d'un point de vue technique. Et je pense qu'on rentre dans le format. On a un petit live assez court. Peut-être répondre à 2-3 questions dans le chat. Ouais. On va répondre à quelques points. Et voilà, petite précision encore une fois, l'émission c'est tous les dimanches à 19h maintenant, c'est plus 21h, on est passé sur 19h. À chaque fois vous avez la rediffusion sur YouTube le lendemain de l'émission. Donc si vous ne le faites pas encore, ceux qui nous écoutent sur Twitch actuellement, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous avez les liens en description pour pouvoir nous suivre sur Twitch aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Sur les émissions de Picsou hors dimanche, il va vous parler principalement d'analyse technique. Sur mes émissions, on va parler d'analyse fondamentale. On va avoir des interviews aussi avec des acteurs importants pour avoir des débats au sujet de l'écosystème. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Possible d'analyser. Alors on va nous proposer d'analyser des altcoins. Je pense qu'on peut analyser quelques altcoins, Léo. Si vous avez des questions un peu plus personnelles sur la situation, par exemple, est-ce qu'on a changé nos positions à la suite des annonces Binance, Coinbase? Est-ce que on va vendre certaines altcoins, ce genre de choses? N'hésitez pas à poser ce genre de questions, on vous répond avec grand plaisir. Je sais pas si on voit mon écran. En fait, j'ai fait une analyse long terme de Cosmos. Et en fait, justement, je parlais de ce qui pourrait se passer. Et enfin, en tout cas, j'expliquais un petit peu comment moi je voulais investir, quel était mon plan, en fait, tout simplement sur Atom. Et on a été rechercher, en fait, des niveaux qui étaient assez intéressants, dont je parlais en vidéo, en fait. Donc, je veux juste voir quelque chose. Je vais peut-être prendre... Voilà. Je vais peut-être changer de graphique pour voir. Voilà, Atom USDT. Voilà. Pour reprendre un petit peu du coup ce que j'avais montré en vidéo, je disais que en fait on avait ce gros niveau autour des 7,2 $ qui devait absolument tenir. J'ai pas changé la vidéo, etc. Et pour le coup, si tu regardes le trait noir, on a été le chercher vraiment Ça a parfaitement. représenté quel niveau? Pourquoi tu en es arrivé à cette C'est un énorme niveau monthly de mémoire, ouais. C'est un énorme niveau monthly qui nous a servi de résistance, support ici. Donc j'étais en mode, tant qu'on clôture pas en dessous et que ce niveau tient, ça peut être plutôt cool. D'ailleurs, ici à droite, je l'ai écrit, c'est la même chose aussi en vidéo, je m'en cache pas. Niveau ultime à défendre en high time frame côté acheteur, donc en grosse unité de temps. Donc pour moi, on peut encore zigzaguer autour de ce niveau-là, mais si on commence à galérer en dessous, ça ferait un peu chier. Donc j'ai envie que ce niveau tienne et je pense que ce niveau peut tenir. C'est surtout que fondamentalement, Atom, maintenant il y a l'Interchain Security, donc il y a Neutron qui s'est rajouté. Il y a Noble, alors on en a parlé d'ailleurs à la NSC Conférence, je ne savais pas. Noble, c'est une blockchain de l'écosystème Cosmos qui va permettre l'émission d'USDC natif et de ce que j'ai compris, Noble a un contrat d'exclusivité sur 10 ans pour émettre de l'USDC natif dans l'écosystème Cosmos. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en théorie, quand vous stakez du Atom, vous touchez des revenus de staking en Atom, en Neutron, mais aussi en USDC. Donc s'il y a un effet de réseau qui se fait sur Noble, potentiellement il y a de quoi bien se ralasse en USDC. Donc ça donne une nouvelle utilité à Atom. On verra, en tout cas, pour moi, on atteint vraiment un gros niveau clé. On est sur un gros niveau de retracement. On doit être à 85-83% de retracement depuis le top. On est sur un gros niveau monthly. On a des news négatives comme ça qui sortent sur le support. À voir si on l'enfonce ou pas, mais voilà. Quand tu as des aussi grosses news négatives qui sont pour le moment rachetées et qui sont sur un support monthly, des fois, je me demande si les Illuminati sont parmi nous. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous analyser le Hinge? Ouais, j'en avais parlé à un moment de récupérer ce graphe. Ouais, le ING, je vous en avais parlé. J'étais assez optimiste sur le ING. Je pense pas qu'on a le top, honnêtement. Et je vous disais que si jamais on perdait ce gros niveau de support ici, pour moi, c'était au minimum direction les 4,3 $. Donc, à moins qu'on récupère rapidement ce niveau-là et qu'on s'en serve comme support, si on n'arrive pas à récupérer les 6,10 $ pour faire simple, qu'on n'arrive pas à trouver du support au-dessus, je pense qu'au minimum ce sera les 4,45, les 4,5, c'est la zone en tout cas qui m'intéresse. Et cette zone de mémoire, elle correspond
à la réduction de zone acheteuse, c'est-à-dire 61-78% de retracement de la hausse, et donc probablement la zone idéale pour défendre le bottom si on est dans une logique de hausse long terme. Donc si jamais on n'arrive pas à récupérer cette zone ici en tant que support, et donc on ne récupère pas du momentum pour pousser plus haut, qui est aussi envisageable, je regarderai la réaction du prix à ce niveau-là, et si jamais j'ai un setup assez intéressant, pourquoi pas me positionner, parce que c'est simplement une belle zone à défendre si jamais on l'atteint. Et on regarde ici en weekly, c'est une zone qui nous a servi de support, qui a été parfaitement retesté ici avant la chute, parfaitement aussi retesté ici en tant que résistance, et puis derrière, c'est ce qui nous a permis l'accélération à la hausse. Donc si jamais on a une petite perte de momentum sur NG, je surveillerai de près cette zone bleue ici. Et par contre, pour moi, il n'est pas question de retourner sous les 3 $. Si on commence à avoir de l'acceptation sous les 3 $, pour moi, ça pue vraiment parce que c'est. On a marqué de mémoire, on a marqué un énorme W weekly voire monthly. On a retesté parfaitement la neckline de ce W. Et donc, si on commence à pousser en dessous, on risque de mettre en danger et de faire perdre de l'argent à toutes ces personnes qui vont acheter ce retournement hebdo voire mensuel. Donc, voilà. Objectif 4,5 $ et voir la réaction qu'on a à ce niveau-là, ou voir si on a une récupération du support ici et qu'on est capable de pousser plus haut après cette petite chasse au stop partielle en vrai. Donc, à voir. On m'a posé une question, qu'est-ce que je pensais du Cardano? Alors le Cardano, d'un point de vue décentralisation, c'est très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Attends, on va repasser sur mon écran rapidement, Léo. Si tu ouais, j'ai mis ton écran, c'est bon. Voilà, je voulais vous en parler rapidement. Bon, déjà, avant ça, il y a le community test de Metapixel. C'est un MMO qui va être sur Aptos, d'ailleurs, qui va sortir. Si vous voulez faire partie de la bêta, je mets le lien. Il y a juste à créer un compte chez eux et une fois que tu es connecté, tu fais la demande. Voilà, tu fais apply et hop, c'est bon. Moi, j'avais déjà mon compte, donc c'est apply. Voilà, c'est simple, hein. Je vous montre les images rapidement. On est sur du pur MMO, hein. Pur MMO, donc c'est sympa de voir ça dans du Web3, ça fait plaisir. Il y a un petit côté Final Fantasy XIV, d'ailleurs, vous noterez. Mais, donc, il y avait un rapport Messari, exercice que j'avais pas fait depuis très longtemps. Voilà, si vous êtes passionné de crypto et qu'il n'y a pas assez de contenu sur Coin Academy, même si ça m'étonnerait quand même, vous pouvez aller sur le site de Messari, et dans l'onglet Research, il y a des recherches qui sont gratuites. Et donc, moi, ce qui m'avait intéressé, justement, c'était l'épisode du 1er juin, où il faisait le point sur la décentralisation sur les réseaux en proof of stake. Et donc, il y a énormément de données, il faut prendre le temps de le lire. On apprend des notions intéressantes comme la liveness, la finalité des transactions. Et on a des données du type combien ça coûte de devenir un validateur. On sait par exemple qu'Avax, ça va être quasiment 30 000 $. Cardano, c'est les prix de l'époque, ça. Enfin, c'est 26 mai, donc ça évolue évidemment. C'est un petit peu bougé depuis, ouais. Cardano, du coup, il n'y a pas de barrière à l'entrée particulière, mais sinon, on est sur des budgets assez ouf. Avec 50K le nœud maintenant, Ethereum. Enfin, quasiment. Quasiment, ouais. Donc, il y a ça. Après, donc, vous descendez, on parle de diversité des clients, où en fait, tu te rends compte qu'il n'y a que Ethereum qui a fait cet effort, avec un petit peu Solana, mais mis à part ça, tout le monde a le même client, même Bitcoin d'ailleurs. Voilà, bon, plus de détails. Petite anecdote pour NFC Lisbonne, ça n'a rien à voir, mais j'ai rencontré Pascal Boyard aussi. Je sais pas si tu vois qui c'est, je sais pas si vous voyez qui c'est dans le chat. C'est celui qui a fait la chapelle Sistine, enfin revisité pour le coup, qui fait du street art, qui est un artiste plutôt renommé dans l'écosystème français, qui n'est pas dox en fait. Et du coup j'ai eu l'occasion de le rencontrer IRL, etc. Et c'est juste trop cool. Il est vraiment très très fort et il travaille sur de très belles choses. J'ai eu des petites infos. Il travaille sur des très 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 belles choses et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Mais voilà, petit shout out à P-Boy. Voilà, je kiffe ce qu'il fait. Franchement, celui-là, il est chaud. Ouais, c'est monstrueux. Il a fait un reportage d'ailleurs où il explique comment il a fait justement cette fresque, etc. D'ailleurs, moi j'ai 11 parties de ces 400 parties. 404, ouais. Donc 400 personnels. Ah non, 400. Autant pour moi. Voilà, donc pour revenir sur le rapport Messari, donc on a aussi comment sont distribués les différents validateurs. Donc là, c'est même pas la distribution des jetons, mais c'est de savoir que tu en as un bon bout chez Amazon AWS, tu en as un bout chez OVH, un chez Hetzner, en sachant qu'Hetzner, en plus, ils sont anti-crypto, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir une vision plus globale, parce que quand on parle de centralisation, on peut penser à la gouvernance, on peut penser aux jetons, et là, en l'occurrence, c'est la validation sur quel serveur, dans quelle zone géographique, est-ce que c'est en Amérique, est-ce que c'est en Europe, etc. Donc, une cartographie extrêmement complète du marché du Proof of Stake. Je trouvais ça vraiment cool. Voilà, sur la rediffusion, je vous laisse en description YouTube le lien, et pour ceux qui m'écoutent actuellement, hop, Ripple qui pump encore. C'est impressionnant de voir
croire que, là, pour vous donner un point de repère, juste sur Ripple et vous montrer à quel point il a de la force. Alors évidemment, c'est pour le moment, c'est en ce moment. Hein. Mais donc ici, le top, c'est le 9 juin à 22h. Donc on est très proche de ce top-là. Enfin, on a ravalé une énorme partie de la baisse. Si je regarde en Solana, le 9 juin à 22h, on était là. Donc, tu as un Ripple qui a quasiment retracé toute la baisse. Et même si tu regardes sur BTC, le 9 juin à 22h, on était vers là, quoi. Donc, on a énormément retracé sur Ripple et c'est hyper impressionnant de voir cette force en ce moment. À voir si ça dure. On m'a demandé dans le chat une question rien à voir, mais je me suis obligé de répondre. Est-ce que je joue toujours à Valo? Oui, ouais, je suis diamant 3 là en ce moment et je me tâte. Je joue pas mal aussi, moi, en ce moment. Ouais. Faut qu'on joue plus. Mais là, je me tâte à... C'est pas le moment, mais vendre un Ether et me racheter un écran 1440p 360 Hz fond de l'œil, un truc de fou. Arrête mon ref. Bah non, mais faut bosser, t'as raison. C'est pour ça. Tu vas moins bosser et tu vas moins gagner d'argent. Ouais, donc je pense. En fait, je suis d'accord. En fait, voilà ce qui va se passer, les copains. Moi, j'ai ma chaîne YouTube dédiée à la crypto qui va sortir. Je vais vous sortir au format vidéo toutes les formations qu'on a faites sur Bitcoin et Ethereum. Donc ça arrive, ça démarre dans les semaines qui arrivent. Hein. Courant juin, vous avez déjà des vidéos. En parallèle de ça, je vais programmer plein d'interviews, plein de featuring. J'ai rencontré des gens sympas, dont une nana d'ailleurs qui bosse dans le métaverse. Faut qu'on réfléchisse à un format ensemble. Et ce que je veux en fait, c'est tester des trucs et faire plus de collabs sur Twitch. Parce que là, on a une période de marché en fait où on est en bear. Donc on survit un peu, bon, on a le média qui tient. On a cette émission qui tourne chaque semaine. Mais en fait, on touche toujours les mêmes personnes. On va pas se mentir. On va pas toucher les publics de Hasher, de Crypto Future, de cite des noms au hasard, hein, de Julien Roman, etc. Et donc je pense que ça peut être bien pendant le bear, puisque je sais pertinemment qu'il y a très peu de gens qui vont s'intéresser au marché des crypto-monnaies, d'essayer de faire des collaborations avec des gens qui sont dans l'écosystème francophone pour pouvoir toucher un peu plus de monde, pour faire grossir le Media Coin Academy. Parce que voilà, à partir du moment où le marché il va avoir une meilleure santé, on va repasser en phase d'acquisition, les gens vont s'y intéresser. Sans vous donner nos statistiques, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que notre trafic sur le site, sur YouTube, sur Twitter ou Twitch est corrélé au prix. Tu prends le prix du Bitcoin, tu as le trafic du site en fait. Et en ce moment, l'acquisition, elle est stagnante parce que les prix sur les crypto-monnaies sont stagnants. Donc on est obligé de tester des nouveaux... Vous n'êtes pas en phase d'acquisition? On fait de l'acquisition sur des concours, tu vois, on va lancer des concours, on va faire des trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a lancé le média en 2021, les gars, c'était explosif. Dès qu'on annonçait une feature sur le site, vous étiez comme des fous. Dès qu'on a lancé un truc, vous étiez comme des fous. On commençait les lives il y a 2 ans sur Twitch, on faisait du 200 viewers, 300, on a même fait des pics à 800 et à 1000. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on est toujours en petit comité, on en fait 200, 250 individuellement chez Picsou et chez moi. Donc, c'est les habitués qui nous kiffent. Mais j'aimerais bien qu'on ait une phase d'acquisition. Je sais pas si Asher va live, parce qu'en gros, il termine globalement au même moment que... Exact. Ouais. Bonne idée. Il nous a tellement donné de coups de main, on peut bien lui rendre. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir, la meilleure façon de nous soutenir, c'est quand on annonce des lives, des trucs comme ça, mettez un like, faites un commentaire, ou même sur les tweets qui marchent bien, faites un commentaire, parce que la méta Twitter, c'est de pire en pire, c'est que soit ton tweet il buzz et t'apparaît dans les TL de tout le monde, soit il buzz pas et t'apparaît nulle part. Donc c'est comme ça. Il live à 20h30, ok, donc il va démarrer sous peu. On va attendre qu'il démarre. Bon, je vous propose quelques questions jusqu'à ce qu'il lance. On se donne 5 minutes max, comme ça fait un petit peu plus de questions pour l'émission. N'hésitez pas dans le chat. J'ai l'impression que Twitter est moins dynamique que 2021. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il se passe moins de choses intéressantes ou il y a moins de gens? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a moins de gens. Il y a moins de gens, évidemment. Il y a moins de gens, évidemment. Enfin, c'est aussi corrélé. Les gens ont envie de build et de lancer des choses quand tout va bien pour toucher un maximum de monde, avoir de l'attention, etc. Là, c'est pas forcément des moments qui sont hyper excitants, mais je pense que c'est là où tu peux build de la discipline et vraiment aussi préparer ce qui va se passer. Donc, pour moi, le meilleur moyen de pas louper le prochain cycle, c'est d'être derrière les écrans très régulièrement et de suivre au quotidien ce qui se passe, le comprendre, etc. Parce que même avec les securities, toutes ces histoires, tu es obligé de reconsidérer tes holdings en tant qu'investisseur. Tu peux évidemment investir et fermer les yeux et attendre 3 ans, tu vois. Mais quand tu as des éléments fondamentaux qui sont aussi importants, je suis pro
je suis pro analyse technique, je suis pro graphique, je suis pro trading. Enfin, quand je dis je suis pro, c'est à fond dans ce délire-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tu es obligé de te tenir au courant parce qu'il y a des éléments fondamentaux qui font que ça peut évidemment avoir un impact sur ce que tu possèdes, ce que tu détiens et ta stratégie d'investissement derrière. Si derrière, je sais pas, Bitcoin, il se passe une dinguerie, il y a plus de halving, il y a une grosse émission, tu es obligé de repenser à comment, à ce que tu détiens dans ton folio et notamment si tu détiens du Bitcoin. Bon, a priori, ça n'arrivera pas, mais vous pouvez déporter ce genre de sujet sur d'autres coins, ou même d'un point de vue régulation avec tout ce qu'on voit. Je me permets de répondre à cette question, parce que je la trouve intéressante. D'ailleurs, Asher a lancé un. Parce que vous comptez à ouvrir des validateurs sur la blockchain, ça nous a traversé l'esprit plusieurs fois. Ça ne s'est pas fait parce que c'est un centre de coûts de fou. Déjà. Moi, c'est un métier en fait, donc compliqué de faire ça pour le moment, mais en tout cas moi ça me chauffe bien, mais on verra quand, comment. Il faut les moyens de faire le validateur, il faut host le validateur, il faut au moins 1 à 2 personnes pour chaque projet disponible en cas de mise à jour critique à forcer, etc. Parce qu'en proof of stake c'est pas comme Bitcoin, il peut y avoir une faille, si la faille elle est là, il faut hard forker rapidement, donc il faut des gens qui soient là, et ensuite il faut généralement avoir de la délégation chez toi pour que tu t'y retrouves, et franchement c'est pas facile, donc on se lance pas tête baissée. Si on le fait, ce sera sur un timing spécifique avec des gens spécifiques qui connaissent le métier, mais ça peut nous chauffer, c'est juste pas dans l'immédiat. Je dois filer, je propose de raid Asher, hop. J'ai créé le raid, j'attends quelques secondes et puis on sera bon. Voilà, en tout cas un plaisir de vous avoir reçu à tous là, ça fait plaisir, prenez soin de vous, faites attention sur le marché et bon live avec Asher. Tchuss. Voilà, ciao. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.